sont élevés? Alors ça, c'est tout un débat sur l'abolitionnisme en terre d'islam. D'ailleurs, un collègue anglais qui va sortir un livre sur le sujet dans quelques temps. En fait, l'abolitionnisme est un concept occidental. On ne retrouve pas de traces d'abolitionnisme. Avant l'abolition, au moment où ça se faisait, est-ce qu'il y a eu des arguments pour légitimer? Pour légitimer, énormément d'arguments. Des voix contre. Et pour prohiber, ou soupçonner en tout cas. Non mais pour justifier, pour reprendre ce que disait Monique, à l'époque, quand ça se faisait, qu'est-ce qu'on disait dans ces pays-là, ou dans ces royaumes-là, ou empires? Pour justifier, la première chose, c'est... On a besoin pour l'économie. C'est les païens, tout païen peut être un esclave potentiel. Un juriste marocain... C'est normal, c'était normal. Ouais. On peut vraiment penser autrement. Un juriste marocain du XVe siècle disait que l'esclavage, c'est la sanction, c'est une humiliation pour une incroyance présente ou passée. Donc la religion... Comme alibi. On s'en sert, voilà. Non pas comme cause, mais comme alibi. Alors finalement, Christophe Colomb, les explorateurs qui vont découvrir des continents, modifier les cartes géographiques de l'univers, eux s'en prennent d'abord aux Indiens, et ils ouvrent directement ou indirectement la voie à la déportation des Noirs, ultérieurement. Oui. Parce qu'il y a les champs de coton peut-être en Amérique du Nord, et il y a en même temps tout le mouvement vers le Brésil et les Caraïbes. Le sucre, oui. Et le sucre. Oui. Et alors à ce moment-là, je n'ose pas dire c'est une forme de mondialisation, mais on pense à l'Amérique du Nord. Est-ce que c'est plus ou moins important que ce qui va se faire avec le Brésil et les Caraïbes, M. Emer? Enfin, ça dépend du temps. Bien sûr, pendant le 17e, 18e, c'était les Caraïbes qui étaient appelés en anglais the darlings of empire, les chéris de l'empire. Mais c'est au 19e siècle que le coton dans le sud des États-Unis commence à jouer un rôle important. Mais dans tous les cas, et au Brésil, à nouveau reprise, et aux Caraïbes, et dans le sud des États-Unis, au XIXe siècle, l'esclavage devient économiquement plus important et plus important. Alors au XVIIIe siècle, comment ça se présente, comment ça se développe? Et ce qu'on appelle la traite atlantique. En fait, vous le disiez tout à l'heure, ça a commencé fin du XVIe, XVIIe avec les Portugais. Oui. Et puis après? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que l'engrenage négrier a été tout sauf inévitable. Avant de faire appel à une main-d'œuvre d'esclaves noirs, les Occidentaux, les colons, ont fait appel à la main-d'œuvre locale, indienne. Ensuite, ils ont fait appel à des engagés blancs, des gens venus de métropole qui, pour le prix finalement du voyage atlantique, a accepté de travailler pendant 3, 5 ou 7 ans pour un colon. Mais on ne les appelait pas des esclaves blancs? Non, des engagés. 50% mouraient. Leurs enfants étaient libres. Leurs enfants étaient libres. 50% mouraient avant le terme de leur contrat. Et ensuite, on a fait appel à des Africains. Et donc, le choix de la main-d'œuvre africaine... On n'a pas dit qui veut en Afrique venir. On est allé... Vous dites qu'en Virginie, il y avait des Africains libres, des Noirs libres au départ pendant presque un siècle et demi. Donc, ils sont restés comme libres, tout en étant noirs et en travaillant. Oui. La ségrégation s'est faite progressivement. Donc il y a eu une multiplicité de statuts au départ pour les Noirs en tout cas. Alors vous dites, Olivier, qu'il y a eu plusieurs phases dans les expéditions négrières françaises au XVIIIe siècle. Oui. Plusieurs phases. Oui, la traite française, elle naît à la fin du XVIIe siècle. Elle se développe surtout à partir des années 1720. Et puis l'essor spectaculaire de la traite française, c'est la fin du XVIIIe siècle. C'est un essor spectaculaire jusqu'en 1792. C'est-à-dire pendant la Révolution française, il y avait un essor du commerce des Noirs et des traites. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et vous dites, on a retrouvé la trace de 3317 expéditions, 17 ports couvrant l'ensemble des littoraux ont participé à la traite, 13 jouant véritablement un rôle. Et vous donnez toute la liste: Brest, Bayonne, Vannes, Rochefort, Dunkerque, Lorient, Saint-Malo, Honfleur, et 3 sont détachés: Bordeaux, Le Havre, La Rochelle. Et il y en a un qui domine, c'est Nantes, 1427 expéditions, 42% de la traite française. Et comment réagissaient les populations et qui étaient les transporteurs? Qui étaient, comment on les appelle, les négriers? Alors,
Le terme négrier, ça renvoie à plusieurs types de personnes. Les négriers, ça peut être les capitaines de navires. Ce sont aussi les marins. Ce sont arrière, grand-père. Voilà. Bon. Ce sont les armateurs aussi. Et ce sont les armateurs. Mais lui, il travaillait pour l'armateur. Mais ce qui est ça, c'est frappant. J'ai calculé, à partir des chiffres que vous donnez, l'essor spectaculaire en France, 1783-1792, en moyenne 101 départs par an, 2 à 3 départs par semaine. Et ça va aussi vers Haïti, vers les Caraïbes. Oui, surtout vers Saint-Domingue. Oui, vers Saint-Domingue, oui, voilà. Alors, oui. Je voudrais dire un petit mot, ce qu'Olivier démentira peut-être. Il me semble qu'il y aurait intérêt à distinguer l'économie de la traite et l'économie coloniale. Ce sont deux choses qui ne se recouvrent pas absolument. Lorsque un négociant bordelais importe des denrées coloniales, qui sont le produit de l'exploitation de la main-d'œuvre noire aux Caraïbes ou ailleurs, et qu'il réexporte immédiatement ces produits coloniaux à Rotterdam, chez vous, monsieur, il n'a pas conscience d'être un négrier. Ce n'est pas un négrier. Et c'est pourtant quelqu'un qui est complètement intégré à l'économie coloniale et indirectement à la traite. Voilà. Oui, la définition du négrier est à géométrie variable, oui, selon qu'on compte ceux qui sont directement impliqués ou tous ceux qui gravitent autour du système colonial. Et ces navires étaient-ils tous spécialisés? Ça, c'est une des questions que vous abordez. Ou spécialisés dans la traite ou servaient-ils à transporter d'autres choses aussi? Alors, justement, un navire négrier n'est pas du tout un navire spécialisé. C'est un bâtiment de commerce, je dirais, classique, qui simplement, auquel on ajoute quelques particularités, notamment ce qu'on appelle l'entrepont, c'est-à-dire un plancher mobile entre la cale et le pont supérieur. Parce que c'est dans l'entrepont que sont enchaînés les esclaves. Mais vous montrez bien qu'il y a des équipages spécifiques ou spécialement organisés pour le transport, la surveillance, les soins, l'ordre à bord. Oui, alors peut-être pas des marins spécialisés. Quelques capitaines ont été, il est vrai, ont fait plusieurs expéditions de traite dans leur vie, mais plus que la spécialisation, c'est le nombre de marins. En gros, il y a 2 fois plus d'hommes d'équipage sur un navire négrier que sur un navire de commerce du même tonnage. 2 fois plus d'hommes, parce que, il y a une mortalité importante sur les côtes d'Afrique, et donc il faut prévoir par exemple 2 capitaines, c'est le premier meurt, et 2 parce qu'il faut beaucoup de gens pour encadrer, surveiller les esclaves. Il y a des révoltes à bord ? En gros, dans 10% des cas. Oui. Dans 10% des cas. C'était énorme. La même chose pour la traite néerlandaise. C'était énorme et on a toujours dit, voilà, pourquoi pas abolir la traite, mais on a vraiment rentabilité suffisante pour continuer. Mais il y a des révoltes. Oui. Les navires dont vous parlez les uns les autres, et vous, Olivier, ce sont des navires qui ne sont pas immenses. Il y a combien de passagers, de captifs? Oui, en moyenne entre 400 et 450. Donc il en faut des voyages. Oui. Un CD-ROM a été publié en 1999 qui recense plus de 27 000 expéditions négrières à la traite atlantique. Et dans l'équipage, vous citez le chirurgien, le spécialiste du marquage des captifs avec un fer chaud appliqué sur l'épaule, le sein, celui qui s'occupait de la sélection des captifs. Oui. Oui. C'est souvent d'ailleurs le chirurgien qui s'occupe de tout cela. Aidé par des courtiers noirs. Oui, et là c'est l'un des intérêts du récit de Jean-Pierre Place, ce Brécard, c'est de montrer que finalement les négriers occidentaux, qu'ils soient français, brésiliens ou américains, doivent avoir recours à des intermédiaires africains, à des courtiers, soit des courtiers, soit à des subordonnés de rois locaux, soit parfois même des individus. Il y a tout un petit monde sur le littoral qui vit de la traite, qui vend des comestibles ou qui vend du bois, etc. aux navires négriers. C'est Jean-Pierre Place qui le raconte. Dans son témoignage, c'est Jean-Pierre Place. Et lui-même note qu'il y a des révoltes à bord des bateaux. Il le note, mais en fait, je ne pense pas que ce soit par humanité qu'il fasse voyager les captifs sans fer. Il note ça, peut-être, comme l'a souligné Olivier Petrégonouillot, il y a
une justification vis-à-vis de l'armateur, parce qu'il y a eu énormément, je crois qu'il y a eu 77 morts dans le voyage. C'est pour se justifier qu'il raconte peut-être qu'il les a bien soignés, qu'il les a fait voyager sans fer, qu'il leur a fait faire au relâche à l'île du Prince, où ils ont été fêtés, où paraît-il... Il parle beaucoup aussi des chefs locaux. Il parle qui aident. Ce sont les interlocuteurs, en fait. Ouais. C'est eux qui décident ce dont ils ont besoin pour leur commerce. C'est eux qui fixent le prix des captifs. Et ils en imposent quelquefois. C'est-à-dire qu'un personnage gênant pour l'État, pour le bon fonctionnement du village, est déporté sans autre forme de procès. On le transporte pendant la nuit jusqu'au navire sans que personne le voie. Alors, vous dites que quelquefois, Jean-Pierre Place raconte qu'on n'enchaîne pas tous les Noirs à bord du bateau, et il a du mal à les convaincre que les Blancs ne vont pas les dévorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun avait peur que l'autre que les bouffe, les dévore. C'est-à-dire pour terroriser un peu la population, c'est ça. Ouais. On disait, on va vous vendre, et là, le sort qui vous attend est terrible. Alors après, vous pouvez imaginer... Et quand il y a des révoltes, personne n'arrivait, Monsieur Place, Bernard, à s'enfuir. Apparemment, on n'y arrivait pas. Je pense qu'il y a des gens qui se sont jetés à la mer, qui ont pu se sauver d'un navire. Mais comme dit Olivier qui cite Melville dans Moby Dick, les requins constituaient invariablement l'escorte de tous les navires négriers qui traversaient l'Atlantique. Oui, par contre, je ne suis pas sûr qu'on voulait terroriser les esclaves en leur disant qu'ils allaient être dévorés. C'est plutôt finalement la conséquence de deux mondes. Le monde des Européens, des Américains et des Africains qui ne se connaissent pas du tout. Et comme ils ne se connaissent pas, chacun imagine des choses sur l'autre. Et on voit ça lorsque les premiers voyageurs européens pénètrent à l'intérieur du continent noir, à la fin du XVIIIe siècle. Et les Africains à l'intérieur du continent n'ont jamais vu de blanc. Ils considèrent que ce sont des spectres, etc. Donc il y a toute une mythologie, quantité d'idées qui circulent sur les uns et sur les autres. Le thème de l'anthropophagie est aussi un des alibis de la traite, puisque les défenseurs de la traite expliquent que les Noirs sont beaucoup moins malheureux en esclavage qu'ils ne l'auraient été chez eux, et en particulier, ils étaient exposés chez eux à ce triste sort d'être dévorés par leurs semblables, ce qui ne leur arrivera pas dans les plantations. Alors les ports de la côte atlantique, les ports français, se sont enrichis avec le trafic. Différentes villes, on les connaît. On me dit que, par exemple, bien des Nantais, aujourd'hui, ont quelquefois honte, je ne sais pas si c'est vrai, et on dit que le maire de Nantes, M. Ayrault, envisage quelquefois de demander pardon et de marquer la repentance de sa ville. Je l'ai entendu dire, il faudra que M. Ayrault le dise ou le confirme. Mais c'est vrai que ça a contribué au développement économique de toute la côte atlantique française. Alors, je ne serais pas aussi catégorique. Et il faut distinguer deux choses, il me semble. La dynamique sociale et la dynamique économique. La dynamique sociale, c'est l'enrichissement individuel. Des capitaines, des armateurs ont pu s'enrichir grâce à la traite et grâce à d'autres trafics. Parce que jamais un armateur n'a été, uniquement spécialisé dans la traite. Donc il pratiquait la traite, il pratiquait aussi quantité d'autres commerces. Donc la traite plus d'autres activités ont permis l'enrichissement de négociants. Ça c'est sûr. Ensuite, est-ce qu'il y a eu un développement économique local et régional? C'est moins sûr. Parce que des gens peuvent s'enrichir individuellement sans que l'économie locale ou nationale en profite véritablement. Tout dépend de ce que l'on fait, de l'argent qui a été gagné. Et toute la politique coloniale de la France, pour parler un peu comme Jean Erard, et peut-être aussi des Anglais à un moment donné, s'est enrichi avec ce trafic. Je dirais la même chose pour les Anglais que pour les Français. On a calculé par exemple que la traite avait pu contribuer à de l'ordre de 1% du revenu national britannique à la fin du XVIIIe siècle. Si on veut une comparaison, la lutte des Anglais en faveur de l'abolition de la traite a coûté aux contribuables britanniques 1,8% du revenu national. Plus cher. Plus cher que finalement ce que théoriquement la traite a rapporté. Donc les choses sont loin d'être aussi simples. Que vous écrivez, noir sur blanc, un grand chapitre, tout à fait passionnant, comme tout le livre d'ailleurs, d'Olivier Pétré Grenouillot, qui rappelle tout le travail d'historiens actuels, français, anglais, néerlandais, c'est que l'Afrique noire a été un acteur à part entière des traites d'exportation. Oui, oui.
Ça, c'est une donnée que tout le monde accepte aujourd'hui. L'Afrique a été un acteur parce que la traite est un commerce. Pour la traite atlantique, c'est très rare finalement au début, et pour 2% des captifs, il y a eu des razzias. 98% des captifs ont été achetés à des Africains. Donc c'est un commerce, et forcément... Et quelquefois pour un fusil, quelquefois pour un cheval. Non, et là, justement, c'était un cliché, celui de la pacotille. Vous dites à un moment donné, un cheval vaut 15 ou 20 noirs. Ça, en échange. C'est la traite africaine. Ça, c'est la traite africaine. Mais dans la traite occidentale, c'est autre chose, je pense. Et on voit pendant le XVIIIe siècle que le prix augmente tout le temps. Et vraiment, on peut toujours dire qu'acheter un homme, le prix est toujours trop. Mais à l'autre côté, on voit que les Africains sont capables de demander des prix augmentés tout le temps. Oui, même dans la traite africaine, le mécanisme n'était pas du tout un échange de pacotille contre des humains, mais bien tout un système d'endettement des chefs locaux qui pour acheter des chevaux, des armes, etc., étaient obligés d'opérer des razzias. Et effectivement, justement, ces États musulmans, en particulier le Fouta Djallon en Guinée actuelle, négociaient très bien le prix de ces captifs, et en particulier jouaient sur la concurrence franco-anglaise. Tous ces États de l'intérieur de l'Afrique jouaient sur la concurrence franco-anglaise pour bénéficier au maximum de ce... Alors il y avait les guerres, les conflits locaux, interethniques, et en même temps le fait que les familles vendaient quelquefois des garçons ou des filles de chez eux. Ils les vendaient. Oui, ça servait de régulation, un peu comme la colonie, comme ce que disait Foucault de la colonie qui permettait à toutes les têtes brûlées d'aller se... Eh bien, la même chose, par exemple, les accusations de sorcellerie étaient une des grandes pourvoyeuses d'esclaves. Ceux dont on voulait se débarrasser, on les accusait d'eux, et on les envoyait. Il y avait des enchères, il y avait des marchés. Oui. Vous dites que dans chaque ville musulmane importante, il y avait un marché aux esclaves. Je vous cite le souk al-Rakouk, au Caire par exemple, où on échangeait un cheval contre 20 noirs. Donc, il y avait des marchés. Comment ça se passait ? D'ailleurs, à propos des marchés, on trouve des similitudes assez troublante, puisque la manière de sectionner les esclaves est la même. De sélectionner les esclaves est la même. On regarde si leur denture est saine, on tâte les muscles, etc. Et que le marchand soit musulman, noir ou occidental, la sélection s'opère de la même manière. Et il y avait également des marchés aux Antilles, dans les lieux de destination. Donc, oui, bien sûr, d'autres marchés également. Et tout un circuit d'ailleurs aux Antilles et en Amérique, tout un circuit interne, parce que des esclaves qui avaient travaillé pendant peut-être 10 ans dans une plantation pouvaient être revendus ensuite. Donc il y a à la fois un marché externe et un marché interne. Il y a toujours des grands problèmes, comme vous le savez. Les Européens sont toujours intéressés des hommes. Un homme travaille. Des femmes, des enfants, dans l'économie européenne, sont un peu cachés, toujours. Et ça, c'est un problème parce que c'est différent dans des autres parts du monde. Et ça, c'est toujours un problème. On a toujours dit que la traite par l'Atlantique, c'est dominé par les hommes. Mais quand on regarde les migrations libres de l'Europe, le pourcentage des hommes est encore plus augmenté. Ça veut dire, en effet, un tiers des esclaves, ce sont des femmes. Ça veut dire les Africains, comme mon collègue a déjà dit, c'est vraiment dominé par les Africains. Ils veulent vendre les femmes et aussi les enfants, de plus en plus, pendant le XVIIIe siècle. Et les Européens n'ont aucun choix d'accepter. Mais alors justement, vous insistez beaucoup sur ça. Est-ce que les esclaves, une fois dans les colonies, enfin aux Antilles, aux Caraïbes et au Brésil essentiellement, se reproduisent eux-mêmes suffisamment? Est-ce qu'il y a une sorte d'auto-maintien dans le nombre qui, d'une certaine façon, aurait pu à long terme condamner la traite, en tout cas la rendre moins utile, moins nécessaire surtout? Au départ, la traite existe parce que justement, il n'a pas... le croix naturel n'est pas suffisant par rapport à la demande en force de travail. Et donc, c'est cette incapacité des sociétés civiles
à se reproduire entre guillemets naturellement, qui explique la traite. Maintenant, il est vrai que plus on avance dans le temps, et plus le coût de l'esclave devient élevé, plus les colons se disent que ça peut être intéressant de favoriser les naissances. Donc d'alléger, voilà, de reconnaître les familles, d'alléger la charge du travail des femmes, etc. Il y a une énorme différence quand vous regardez l'esclavage dans l'Amérique du Nord. Le numéro des enfants par femme, c'est environ pareil, c'est grand, 6, 7 parmi les esclaves d'Amérique du Nord. Aux Caraïbes, le taux de mortalité est plus haut que le taux de naissance. Et c'est vraiment difficile à expliquer. Jean Erhardt, vous êtes donc un spécialiste de Montesquieu, un des magnifiques critiques de l'esclavage, encore que certains philosophes estiment qu'il était assez timide. Vous préparez l'édition de ses œuvres complètes pour l'université d'Oxford et vous rédigez un livre sur les Lumières et l'esclavage. Et j'ai retrouvé une conférence que vous avez prononcée à Naples, l'esclavage devant la conscience morale des Lumières françaises, indifférence, gêne, révolte. C'est ça qui résume. Oui, c'est bien. Ce sont les trois termes qui résument mon approche de la question. La conférence dont vous parlez était d'abord une communication au colloque organisé par l'UNESCO en 1994 sur le thème « Les abolitions de l'esclavage ». Ça a été repris ensuite dans une autre publication. Indifférence, gêne, révolte. La question que je me pose étant historien des idées du XVIIIe siècle, historien des Lumières, comme on dit, c'est de savoir pourquoi les choses ont été si lentes. Pourquoi a-t-on attendu l'extrême fin du XVIIIe siècle dans une France assez remarquablement éclairée, du moins si on considère ses élites, pour que le problème aurait pu, semble-t-il, être posé beaucoup plus tôt. Et je me suis employé à faire l'inventaire des obstacles qui s'opposaient, qui sont opposés longtemps à cette prise de conscience du caractère insupportable de l'esclavage. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus de critiques? Pourquoi pas plus? Il y a d'abord le poids des préjugés, le poids de l'autorité. Quand l'Église ne condamne pas l'esclavage et au contraire le justifie... Parce qu'on n'a pas parlé aussi du silence des Églises. Dans le livre, vous en parlez. Il faut parler des Églises, et moi je parlerai de l'Église catholique, parce que c'est celle de la France dont je parle. Dominante à l'époque. Oui. Pourquoi l'Église se tait-elle sur le sujet? Il y a bien quelques consciences chrétiennes dans le monde ecclésiastique français qui se posent des questions. Et en particulier, à la faculté de théologie qui est à la Sorbonne, il y a des gens qui sont spécialisés dans l'étude des cas de conscience. Ce sont les casuistes. J'aime beaucoup les casuistes, ce sont des esprits subtils et en même temps plein de rigueur. Et il y a deux casuistes qui ont eu le mérite au moins de se poser la question, même s'ils l'évacuent très vite. Il y a un certain Germain Fromageau à l'extrême fin du XVIIe siècle, dont les réponses ont été republiés plusieurs fois au cours du début du XVIIIe siècle, et un autre plus connu, qui est auteur d'un dictionnaire des cas de conscience, il s'appelle Jean Pontas, autour de 1715-1720. Oui. Un peu plus tard, vous dites que dans les 72 000 articles de ce monument des Lumières qu'est l'encyclopédie, vous n'avez trouvé que 33 citation explicite à la traite et à l'esclavage. Alors, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas 34 ou 35. Parce que mais enfin, on voit la proportion. C'est un monde, l'encyclopédie, on peut s'y Alors, il y a... Mais il est de fait que si le problème est posé, et je pense avec une certaine force dans l'encyclopédie, on voit bien qu'il conserve dans ce milieu du siècle un caractère relativement marginal par rapport à beaucoup d'autres problèmes qui hantent bien davantage l'esprit des philosophes et des encyclopédistes. Et on voit d'autre part que ceux qui s'intéressent à ce problème, qui se le posent, sont d'opinions très partagées. Alors, et Montesquieu intervient à quel moment? Montesquieu, c'est l'esprit des lois, c'est 1748, encore qu'il ait commencé à se poser des questions dans les lettres persanes, mais c'est essentiellement dans son grand livre qu'il aborde le sujet. Montesquieu est hanté par le problème de l'esclavage. Hanté. Ah, je crois. On peut dire qu'il est hanté, puisque ce problème l'a accompagné en fait pendant l'essentiel de sa vie, et même après la publication de l'Esprit des lois, où il continue à se documenter, à acquérir par exemple une histoire de la Jamaïque d'un de ses confrères de la Royal Society de Londres, il s'appelle Hans Sloane. Montesquieu, en 1751, achète l'histoire de la Jamaïque et fait prendre des notes à ses secrétaires. Et il est frappé en particulier c'est ce qu'il relève surtout, par l'extrême cruauté des colons de la Jamaïque envers leurs esclaves. Donc, je peux dire que le problème a accompagné Montesquieu toute sa vie, jusqu'à ces dernières années, mais ce n'est pas c'est parce que c'est un cas, c'est pas seulement un cas de conscience, c'est un cas de pensée pour lui. C'est un problème philosophique. Comment la chose est-elle possible? Et
il fait l'inventaire des arguments donnés par les esclavagistes ou leurs défenseurs, en particulier dans le célèbre chapitre de l'Esprit des lois de l'esclavage des nègres, auquel on a reproché son ton de persiflage en oubliant que sans l'ironie, le XVIIIe siècle n'existerait pas. Le ton est ironique, mais le ton est... l'attitude est absolument passionnée. C'est une dénonciation sous forme de caricature. Montesquieu reprend en une page tout l'essentiel des arguments donnés par les